Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tiengandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les cérémonies de commémoration du 20e anniversaire du génocide rwandais ont eu lieu le lundi 7 avril à Kigali. Et s'exprimant sur Radio Okapi, le professeur congolais Isidore Ndayouel a appelé à une politique volontariste de réconciliation non seulement entre Tutsi et Hutu, mais aussi entre Congolais et Rwandais. Monsieur Mbelou, quel regard nous, Congolais, pouvons avoir avec un peu de recul de ces événements qui ont eu de fortes implications chez nous au Congo? Un regard lucide et froid. La relecture de l'histoire des pays des Grands Lacs passe par celle du génocide rwandais. Le génocide rwandais n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Et c'est très important que les Congolais puissent rester à l'écoute de l'histoire du génocide rwandais. Je vais vous expliquer les raisons qui me poussent à dire ce que je suis en train d'affirmer maintenant. La guerre contre le Congo avait été présentée comme une guerre soutenant un soulèvement populaire contre un dictateur. Or, avec tout ce que nous avons comme révélation depuis la fin simulée de cette guerre jusqu'à ce jour, nous nous rendons compte que les véritables acteurs du génocide rwandais avaient un projet. Leur projet, ce n'était pas simplement de s'arrêter au Rwanda en renversant le président Habyarimana. Leur projet, c'était aussi de prendre en otage la République démocratique du Congo, c'est-à-dire de faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais. Et les véritables commanditaires du génocide rwandais voulaient en finir avec l'occupation du pré-carré français, l'occupation africaine du pré-carré français, c'est-à-dire, c'était dit, il faudrait que dorénavant, la France ne puisse pas croire qu'elle peut disposer à sa guise de cet espace africain comprenant la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazza. Alors, si nous perdons de vue ces éléments-là, nous risquons de toujours mal lire ce qui est en train de se passer chez nous. Comme ce génocide était un événement profond devant conduire à la guerre de prédation qui est en train de se passer dans notre pays depuis les années 90 jusqu'à ce jour, nous devrions comprendre que les autres processus initiés au Congo, comme le processus électoral, n'ont aucune signification, n'ont aucun sens, du moment qu'ils impliquent les acteurs utilisés, les nerfs de service utilisés pour réaliser ce grand projet de la prise en otage de l'espace des Grands Lacs africains. Donc, si nous continuons demain à parler du président Kabila, à parler du processus électoral au Congo, c'est que nous n'aurons rien, mais absolument rien compris de cette grande guerre d'agression et de prédation commanditée par les anglo-saxons. Donc, si nous étions réellement conséquents, nous, Congolais, nous devrions absolument mettre à plat le processus électoral qui a impliqué des membres du Front patriotique rwandais, dont M. Joseph Kabila. Or, le Front patriotique rwandais a été utilisé comme fer de lance dans cette guerre d'agression et de prédation contre le Rwanda, l'Ouganda d'abord, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Congo.
Très bien. Dans une interview parue dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, hein, dimanche à la veille du 20e anniversaire, le président rwandais Paul Kagame a dénoncé, je cite, hein, un rôle direct de la Belgique, ancienne puissance coloniale, et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de cette dernière à son exécution même. Monsieur Mbelou, à quel jeu hein, joue Paul Kagame en faisant de telles déclarations? Et attention, je voudrais d'abord ajouter un mot à la réponse à la première question que vous m'avez posée. Et si nous voulons qu'il y ait une véritable réécriture de l'histoire des pays des Grands Lacs, l'opération à laquelle appelle le professeur Ndayel devrait absolument être initiée. C'est-à-dire, les pays de l'Afrique de Grands Lacs devraient initier l'opération justice, vérité et réconciliation. Il y a moyen que si les dignes fils et les dignes filles de la sous-région des Grands Lacs comprennent cette histoire-là, qu'un processus de justice, vérité et réconciliation puisse être initié dans tous les pays de la sous-région des Grands Lacs africains. Alors maintenant revenons à M. Kagame. M. Kagame joue du théâtre. Il joue du théâtre. C'est-à-dire, les allusions qu'il fait à l'histoire de cet espace africain avec les pays occidentaux peut valoir son pesant d'or. Ah, nous ne pouvons pas, parce qu'il s'agit de Kagame, tout rejeter. Il y a quand même, de près ou de loin, une part de responsabilité des pays occidentaux qui, en occupant l'Afrique, ont eu recours à la politique du diviser pour régner. Alors, pour pouvoir entretenir cette politique, ils avaient besoin de créer des ethnies et de les opposer le plus possible entre elles pour que aient des nègres de service pouvant les aider dans la réalisation de leur projet colonial ou colonialiste. Ça, c'est un point qui peut être dégagé de son appréhension de l'histoire coloniale. Mais cela étant, il ajoute des mensonges aux autres. Ce que Kagame fait, c'est persister dans le mensonge. Il fait comme si, depuis qu'on a tiré, qu'il a fait tirer sur l'avion du président Abiy Ahimana, il n'y avait pas eu dans son entourage des hommes et des femmes pour donner leur témoignage sur ce qu'il y a eu réellement. Nous pouvons faire allusion à Karegeya, nous pouvons faire allusion à Nyamwasa, nous pouvons faire allusion à Théogène Rudasingwa, mais eux parlent depuis tout un temps. Hein, c'est le 1er octobre 2011 que Théogène Rudasingwa publie un texte intitulé La vérité enfin. Les Nyamwasa ne font que parler depuis qu'ils sont en exil, mais il y a un dernier témoignage de Jean-Marie Mikombero, qui est parti du FPR en 2011, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps que Jean-Marie Mikombero a quitté l'entourage de Kagame. Et il donne un témoignage dans le dernier numéro, dans un numéro de Marianne, le témoignage qui a été recueilli par Pierre Payan. Jean-Marie Mikombero dit: j'ai participé à la préparation de l'attentat contre l'avion de Abiy Ahimana. Et quand celui qui avait orchestré cet attentat-là a eu vent de ce qui s'est passé le 7 avril, et qu'on avait commencé à tuer les Tutsis, et que on lui a demandé d'intervenir, Kagame a dit, selon le témoignage de Jean-Marie Mikombero, non, n'intervenons pas. Laissons qu'on tue encore les Tutsis, que cela devienne public, qu'on en parle, alors on pourra intervenir après. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi je dis que le génocide rwandais
est un événement profond, c'est-à-dire un événement orchestré par les services de sécurité du FPR et de leurs alliés pour pouvoir atteindre un objectif que le FPR s'était assigné. L'objectif était le suivant: prendre le pouvoir par les armes. Et la raison de la poursuite de cet objectif est simple. Les Tutsis étant minoritaires au Rwanda, ils n'avaient pas la chance de pouvoir avoir accès au pouvoir par un processus démocratique. Pour la simple raison que les Hutus sont majoritaires. Alors, voyant cela, se rendant compte de cela, le FPR a souhaité en finir avec Habyarimana en acceptant de répondre à l'appel de Kagame de tirer sur l'avion qui transportait ce monsieur et avec les autres amis qui étaient dans cet avion qui revenaient d'Arusha. Et quand vous lisez le témoignage de Jean-Marie Mikombero dont je vous parle, vous allez voir qu'on a dû retarder un peu les pourparlers à Arusha pour que Habyarimana retourne au Rwanda pendant qu'il ferait nuit et qu'à ce moment-là, on puisse tirer sur son avion. Et puis, il n'y a plus que Jean-Marie Mikombero qui donne ce témoignage-là. Il y a un ex-ministre de la communication du Rwanda qui a écrit un livre qu'on s'est trouvé aujourd'hui sur le marché et qui donne le même témoignage. Alors, Kagame fait comme si tous ces témoignages-là de ses proches étaient inexistants. Alors, il persiste dans le mensonge, même si, comme je le disais, son renvoi à l'histoire peut être interpellant pour les ex-pays colonialistes. Paul Kagame a également accusé les soldats français de l'opération militaro-humanitaire de l'époque turquoise, déployée en juin 1994 sous mandat de l'ONU dans le sud du pays, d'avoir été complice certes, mais aussi acteur des massacres qui se sont déroulés entre avril et juin 1994. Monsieur Mbelu, Paul Kagame fait-il si confiance à son bouclier de ses protecteurs anglo-saxons qu'il peut de la sorte narguer la France et d'autres pays? Bon, est-ce qu'il nargue la France? Et vous savez que le style de Paul Kagame est resté le même depuis qu'il a pris le pouvoir par les armes jusqu'à ce jour. Mais c'est Denis Sassou Nguesso qui, voyant l'audace ou le manque de respect de Paul Kagame à l'endroit de la France, avait confié ceci à Pierre Péan en 2008. Denis Sassou Nguesso disait à Pierre Péan: si tu vois un paralytique en dessous des manguiers en train de s'amuser avec des feuilles vertes, c'est que il y a quelqu'un au-dessus de l'arbre qui les lui jette. Sinon, il s'amuserait avec les feuilles mortes. Paul Kagame est un paralytique. Un paralytique qui s'amuse avec les feuilles vertes que lui envoient ses amis anglo-saxons. À travers le discours de Paul Kagame, c'est l'affrontement entre les anglo-saxons et la France qui se poursuit. Malgré le fait que nous avons l'impression qu'à un certain moment, ces pays-là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et on peut même ajouter Israël et la France composent, et il est là manifeste qu'il y a des moments où ils utilisent leur nègre de service pour pouvoir se faire mutuellement la guerre, cette guerre économique qui ne connaît pas de frontières. Monsieur Mbelu, est-il exagéré que d'affirmer que dans cette affaire des génocides entre guillemets qui est devenu comme un fonds de commerce de Paul Kagame, cette affaire lui permet de bénéficier d'une forme de diplomatie dérogatoire en matière de démocratie et des droits de l'homme et faire également la guerre au Congo à tout moment comme il le veut?
moi, je n'irai pas dans cette direction-là. Vous savez, contrairement à ce que les pays dits démocratiques nous ont vendu comme idéologie, le monde n'est pas fondé sur les valeurs démocratiques. Le monde est fondé sur les rapports de force qui, à un certain moment, peuvent être favorables ou défavorables à l'endroit de tel ou tel autre pays. Hein? N'oubliez pas les renvois que je vous fais de temps en temps à un livre très important, le livre de ma mémoire de Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand qui avait étudié l'opération dénommée Grand Domaine. Dans cette opération-là, déjà vers les années 1948, il y avait une cellule d'études au Conseil des affaires étrangères, des affaires extérieures des États-Unis, et l'un des membres de ce conseil-là, George Kennan, disait à ses amis qu'il devrait considérer les objectifs liés à la défense des droits de l'homme et de la démocratie comme étant des objectifs abstraits. Et les idées de droits de l'homme et de la démocratie, de la participation citoyenne, comme étant des idées, des idées irréalistes, idéalistes, et qu'ils devraient, eux, travailler à l'agrandissement du grand domaine, c'est-à-dire, ils devraient travailler à prendre possession des matières premières des autres pays le plus qu'ils le pouvaient. Mais malheureusement, nous sommes passés par les écoles qui nous ont bassiné les oreilles avec le refrain lié aux droits de l'homme à la démocratie. Et Paul Kagame, je ne justifie pas ce qu'il fait. Connaissant ses parrains, c'est que c'est la force qui triomphe. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'ils disent de Kagame que c'est leur véritable ami. Donc malgré ce qu'il fait, ils continuent à le considérer comme étant leur véritable ami. C'est-à-dire, il les connaît de plus près, il sait qu'avec eux, il n'y a que la force qui compte et non le recours aux doctrines de bonnes intentions qu'on appellerait démocratie, droits de l'homme et participation citoyenne. Je vous rappelle qu'à un certain moment, je vous ai renvoyé à un livre intitulé La crise de la démocratie, un livre publié par la Trilatérale, déjà vers les années 60, 70, et ce livre-là convainquait les maîtres du monde qu'ils devaient lutter contre la participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Si nous perdons tout cela de vue, nous risquons de ne pas comprendre pourquoi ce monsieur-là, pillant le Congo, faisant des millions et des millions de morts, jouit toujours du soutien de ses parents. Et quand on relit l'histoire et qu'on voit ce que Hitler a fait, et que l'on sait que les grandes entreprises multinationales ne boudaient pas Hitler, elles faisaient leur commerce avec Hitler, avec l'Allemagne nazie, malgré le fait que Hitler exterminait les Juifs. On comprend ce qui est en train de se passer avec Paul Kagame. Et vous avez vu que ce sont les néo-nazis qui ont été soutenus par plusieurs pays occidentaux à Kiev, en Ukraine. Voilà pourquoi je dis toujours que chaque fois que nous faisons une analyse sur ce qui se passe dans un pays africain, essayons d'avoir une vue très large sur ce qui se passe à travers le monde. Les pays qui vous disent qu'ils soutiennent la démocratie et les droits de l'homme sont les mêmes qui soutiennent les djihadistes, sont les mêmes qui soutiennent les néo-nazis, et le recours à cette idéologie des droits de l'homme et de la démocratie est à géométrie variable, comme ce sont eux qui souvent font la loi et pèsent dans l'évolution des rapports de force.
Très bien. Barack Obama, président des États-Unis, s'est également exprimé par rapport à cette commémoration du génocide rwandais et à travers une déclaration publiée, il évoque la violence sanglante et il dit cette violence sanglante déchaînée qui a secoué la conscience du monde en 1994 et il a souligné que ces génocides n'étaient ni un accident ni inévitable. Pourquoi, M. Mbelou, les génocides rwandais suscitent autant de compassion dans le monde et à l'inverse, l'énorme souffrance des Congolais dans l'Est, autant d'indifférence? Et le comble est que pendant qu'on célèbre ce génocide-là, rares sont les acteurs politiques qui font allusion au Congo. Rares, mais on n'y fait absolument pas allusion. Et je me dis, mais bon sang, qu'est-ce que les Congolais ont fait à ce beau monde? C'est comme si tuer les Congolais, les exterminer, n'avait aucune espèce d'importance. Aucune importance. Alors, mais pour revenir à votre question, relisez très bien le texte de M. Barack Obama. On dirait qu'on a affaire à quelqu'un qui est humaniste. C'est un texte très bien fait, un discours humaniste de grande portée. Mais relisez l'histoire de ce monsieur depuis qu'il est au pouvoir aux États-Unis. Combien d'hommes et de femmes, combien d'enfants ont été tués à travers le monde avec le soutien des États-Unis? La guerre en Syrie se poursuit et les États-Unis ont décidé de pouvoir soutenir encore une fois la fameuse armée et libre syrienne, donc des djihadistes, donc les amis de celui que les États-Unis ont tué, monsieur le terroriste saoudien Ben Laden. C'est cette contradiction. Et ce n'est pas pour rien que c'est un Américain qui a écrit un livre intitulé La doctrine des bonnes intentions. Et ce monsieur-là, c'est Noam Chomsky, qui est professeur aux États-Unis. Il y a un autre que je vous cite de temps en temps, monsieur Peter Dalscott, qui a écrit La machine de guerre américaine ou La route vers le nouveau désordre mondial, 50 ans d'ambition secrète des États-Unis. Quand vous relisez ces livres-là, vous ne pouvez pas être étonné devant le discours tel que celui est tenu par Barack Obama. Et quand il dit que cela ce n'est pas un accident de l'histoire, il sait ce qu'il dit. Ça a été très très bien préparé. Je vous ai encore une fois renvoyé à la présentation du livre de Charles Onana. Charles Onana présente son livre Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Il vous montre la position des militaires britanniques et des militaires américains pendant ce génocide-là. Ils ont pu, dans le dernier livre, je pense, il fait allusion à l'accompagnement que ces militaires anglo-saxons ont réalisé et à l'endroit des militaires du FPR. Donc c'était une histoire très très bien boutiquée, mais qui devait aboutir à faire même basse sur les richesses du sol et du sous-sol congolais. Pour finir, M. Mbelou, pour nous, Congolais, le nom de Paul Kagame évoque à notre mémoire les bourreaux de nos populations de l'Est, tandis qu'en Occident, il est présenté par certains comme un leader politique remarquable. Est-ce que Paul Kagame n'est-il pas un des dictateurs chéris de l'Occident? Quand nous parlons de l'Occident, souvent nous généralisons. Aujourd'hui, nous avons en Occident des journalistes d'investigation, nous avons des avocats, nous avons la porte-parole de Kala Del Ponte et au tribunal pénal international pour le Rwanda, Florence Hartmann, qui a écrit un livre remarquable
paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Nous avons dernièrement des Français qui ont fouillé sérieusement et ont trouvé des éléments importants qui montrent l'implication de plusieurs pays dans ce qui s'est passé à l'est donc au Rwanda et à l'est de notre pays. Vous avez l'avocat américain Peter Erlinder qui a écrit un livre très documenté sur cette guerre-là. Donc nous avons aujourd'hui en Occident des hommes et des femmes qui finalement ont compris le jeu joué par les grandes puissances en Afrique centrale. Alors si nous globalisons en disant les Occidentaux, non. Il y a les États profonds occidentaux qui travaillent avec les dictateurs, avec les tueurs, avec les massacreurs de leur peuple. Ils les utilisent ou ils travaillent ensemble en réseau en utilisant ces messieurs-là comme étant leur nègre de service. Mais la conscience du monde, même en Occident, est en train d'évoluer petit à petit. Je dirais que cela est lié au fait que les grands changements sont souvent moléculaires, mais petit à petit, les gens ne sont plus tellement dupes. Ils comprennent ce qui s'est passé 20 ans aujourd'hui. Ils se rendent compte qu'ils ont été dupés et la vérité est en train de remonter à la surface. Et les Congolais doivent rester attentifs à ce qui est en train de se réécrire comme histoire. J'ai souvent l'impression qu'ils mettent cette réécriture de l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs entre parenthèses. Quand ils se rencontrent, c'est le cas par exemple quand vous voyez le rapport de la rencontre des amis de Sauvons le Congo, vous réalisez qu'ils font petitement allusion à cette histoire en demandant par exemple qu'on puisse traduire le Rwanda et l'Ouganda en justice, tout en comptant sur la fameuse communauté internationale pour pouvoir sortir le pays, le Congo, du gouffre où il est aujourd'hui. Or, c'est cette même communauté internationale qui voudrait faire du Congo sa colonie, la maintenir comme sa néocolonie, et cela ad vitam aeternam. Très bien. Le 4e sommet Union européenne-Afrique s'est tenu la semaine passée dans la capitale belge et cette rencontre était placée sous le thème Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix. Joseph Kabila y a brillé par son absence, car le Congo était représenté par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Mbelou, y a-t-il un quelconque intérêt pour le Congo à participer à ce genre d'événements? Posons-nous la question d'abord pour l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est organisée de manière à pouvoir renverser les rapports de force quand elle échange avec l'Europe? Est-ce que les différents traités signés entre l'Afrique et l'Europe ont profité tant soit peu à l'Afrique? On ne voit pas. On ne voit pas. Et n'oubliez pas que l'Union africaine est en grande partie financée par l'Union européenne. Donc, le partenariat est asymétrique. Comment pouvez-vous renverser les rapports de force dans un partenariat où vous comptez comme des quantités négligeables, comme des mendiants? L'Union africaine n'a pas encore réussi à devenir un lieu de rencontre des citoyens, des messieurs responsables, luttant pour l'avènement d'une autre Afrique. Cela d'autant plus que la plupart des responsables, la plupart des présidents africains sont des nègres de service des occidentaux, des pays occidentaux. Jusque-là, on ne voit pas un grand nom allant dans le sens de la lutte menée par les Nkrumah, les Nasser et les Lumumba pour une autre Afrique. Personnellement, je ne vois pas ce que un sommet comme celui-là peut apporter à l'Afrique. Et vous avez vu qu'un monsieur comme Zuma l'a boycotté. Zuma a compris qu'il n'y a pas grand-chose à attendre
des discours de bonnes intentions des Occidentaux. Et Zuma, même si sa gestion de l'Afrique du Sud n'est pas très rationnelle, mais Zuma a opté pour les BRICS et il se tire bien d'affaire en travaillant avec l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil, au lieu de continuer à travailler avec une Europe qui, depuis des milliers d'années, ne fait que souffrir l'Afrique. Très bien. La plateforme de l'opposition Sauvons la RDC a prévenu jeudi 3 avril Joseph Kabila et sa famille politique de ne pas modifier un seul iota de la Constitution. C'est cette déclaration qui a été faite au terme d'une convention de 4 jours destinée à unifier l'opposition et à faire un diagnostic sur la situation politique du pays. Et cette plateforme de l'opposition a proposé sa feuille de route relative au processus électoral au Congo, a adopté une soixantaine de résolutions. Monsieur Mbelou, au cours de ces forums, l'opposition a une fois de plus étalé ses divisions, mais elle a quand même proposé un certain nombre de résolutions. Je pense qu'il y en a une trentaine, soixantaine, c'est encore combien? 59. Oui, 59 résolutions. Qu'est-ce que vous en avez retenu de positif? Ce que j'ai retenu de positif, c'est d'abord cet effort de se rencontrer, de réfléchir ensemble, de passer quelques jours en train de parler du Congo, que les acteurs politiques ou ceux qui nous en restent encore comprennent qu'à un certain moment, il est important de se rencontrer, d'échanger sur le Congo. Cela peut être mis à leur actif. Un autre point positif, c'est cet effort de dépassement des clivages en prenant le Congo comme dénominateur commun. C'est positif qu'on comprenne qu'à un certain moment, les différences peuvent être mises entre parenthèses pour plaider la cause Congo. Mais en dehors de ces points positifs, il y a, quand vous lisez les résolutions, il y a certaines questions que l'on peut se poser. Peut-être que la plateforme a ses stratégies qui vont l'aider à pouvoir infléchir la position de ce qu'on appelle majorité présidentielle à Kinshasa. Est-ce qu'il suffit de formuler les bonnes intentions, 59 bonnes intentions, pour voir les choses changer comme goutte par coup de baguette magique au Congo? Quelles sont les stratégies que la plateforme Sauvons le Congo arrête pour pouvoir d'abord travailler avec les masses populaires, les informer sur le danger que le pays est en train de courir en traînant un processus mensonger depuis les années 90. Mais quand vous lisez ces résolutions-là, vous vous rendez compte que cette histoire des années 90 est mise entre parenthèses. On vous dit qu'il faudrait par exemple que M. Joseph Kabila puisse bénéficier d'un statut d'un chef de l'État, d'un statut convenable d'un chef de l'État après. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une écriture biaisée de notre histoire? Comment voulez-vous que quelqu'un qui s'est inséré dans cette histoire par effraction pour permettre aux exterminateurs de Congolais de bien mener leur mission, on puisse demain lui demander de jouir paisiblement du statut de chef de l'État sans avoir mené l'opération justice, vérité et réconciliation? Si demain, ce monsieur-là, passant avec ses complices par cette opération justice, vérité et réconciliation, a gain de cause,
eh bien, on pourra le laisser en paix comme tous les autres. On ne peut pas, sans avoir initié cette opération-là, faire croire aux Congolais qu'il faudrait qu'ils jouissent d'un statut des ex-chefs de l'État congolais. Il est rentré au Congo par effraction avec une mission bien précise. Il devra en répondre devant le tribunal congolais. Donc, c'est bien de relire calmement ces résolutions-là pour voir, par exemple, comment les mêmes qui demandent, je l'ai déjà dit, qu'on puisse traduire l'Ouganda et le Rwanda en justice, vous disent, oh voilà, il faudrait tenir compte des résolutions prises à Addis Abeba. Or, à Addis Abeba, ils ont eu le Rwanda et l'Ouganda comme partenaires. Donc ce sont ces contradictions-là. Les mêmes vous disent que la justice congolaise est aux ordres d'une seule personne. Et quelque temps après, ils vous disent il faudra traduire telle ou telle autre personne en justice pour n'avoir pas fait ceci ou cela. Donc ce sont ces contradictions-là qui demandent que les amis de Sauvons le Congo essayent de se rencontrer, d'évaluer le travail qu'ils ont fait et de lui assurer un suivi. Mais tout en se disant ceci, ce monsieur qui est venu au Congo par effraction pour une mission d'extermination des Congolais n'acceptera jamais de partir du Congo par le processus électoral. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il est en train de consolider sa position dans la police avec ses amis et dans l'armée. Et il va s'imposer par les armes. Il peut ou n'est pas modifier la Constitution, mais fort du soutien de ses amis Kagame, Museveni et de leurs parents, il va essayer de s'imposer par les armes pour pouvoir rester à la tête du Congo. Alors, si les amis de Sauvons le Congo ne veulent pas prêter flanc à cette bêtise-là, il serait raisonnable qu'ils s'abstiennent d'aller à ce qu'ils appellent les élections libres, transparentes et démocratiques. C'est peut-être dans ce sens-là qu'ils devraient préparer nos populations. Selon les informations à notre possession, la majorité présidentielle est en train de chercher à recueillir 100 000 signatures. Dès qu'elle a ces 100 000 signatures, elle va demander que la Constitution puisse être soumise au référendum populaire et que M. Joseph Kabila puisse se représenter comme candidat président de la République. Et cette fois-là, il va le faire. Il n'y aura plus de disposition constitutionnelle lui demandant d'arrêter son mandat après 2 ou 3 exercices. C'est cela qui est en train de se préparer. Gageons que nous nous trompons. Gageons que nous nous trompons. Mais nous devrions être, nous Congolais, nous devrions être suffisamment sages pour comprendre que tous ces débats qu'on organise maintenant autour de la Constitution sont en train de préparer ce que sera réellement les fameuses élections, c'est-à-dire les gagnants sont déjà connus. Alors nous pouvons faire la politique d'autruche, c'est-à-dire mettre notre tête dans le sable et dire non, même s'il modifie la Constitution, il sera battu. Mais là, c'est réellement faire la politique d'autruche et éviter de se dire tiens, il a fait modifier la Constitution en 2011, il le fait encore, il a fait modifier la Constitution en 2011. Les élections présidentielles sont passées de 2 tours à un seul. Maintenant, il s'est imposé par la fraude et les tricheries. S'il le fait encore maintenant, c'est pour qu'il s'impose demain. Alors, n'allons pas exposer nos populations à la mort bêtement par manque de réflexion. Orientons-les dans une autre direction en leur disant non, si ce monsieur-là fait encore modifier une fois la Constitution et qu'il n'accepte pas de partir après son 2e mandat, nous n'allons pas vous demander de voter. Voilà une solution qui peut paraître idéaliste, mais la meilleure. Alors, il veut s'imposer qu'il reste sans qu'il y ait des Congolais qui avalisent ce mode de fonctionnement, ce mode opératoire. Voilà.
Pour finir, un mot sur les derniers huis clos du Parlement de Kinshasa, au cours duquel le bureau de la Chambre basse a refusé la levée de l'immunité des 3 députés. Ceux-ci étaient accusés par le procureur général d'avoir affirmé que le président Joseph Kabila entretenait une cellule de fumeurs de chanvre. Et c'est le procureur général de la République, Flori Kabangenumbi, qui avait envoyé cette requête au bureau du Parlement. Monsieur Mbelou, on peut dire que Monsieur Kabange ne chôme pas. Après avoir fait condamner Dio Mindongala à 10 ans de prison, je pense qu'il avait requis 28 ans, 28 ans de prison. Voilà que il continue une fois de plus à s'en prendre aux députés. Qu'est-ce que ce genre d'attitude vous inspire-t-il? Parce que très souvent, dans la perception qu'on a, on dit voilà, c'est Kabila qui agit. Mais on a comme l'impression qu'autour de lui, il y a des gens qui sont plus extrémistes que lui. Non, 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 non. Et j'ai l'impression que là, vous faites une lecture que je ne partage pas. Bon, c'est de votre droit. Ces messieurs-là travaillent en réseau. Il ne faut pas l'oublier. Comment voulez-vous que ces députés-là, ayant été tenir leur discours, leur conférence en dehors de Kinshasa, puissent être poursuivis à partir de Kinshasa? Ils ont des services de sécurité et qu'on pourrait appeler la police. C'est la police politique de M. Joseph Kabila. Cette police politique est dans les services de sécurité, elle est dans les services de justice, elle est partout, partout, partout. Alors, M. Joseph Kabila a ses turiféraires et ils sont payés pour cela. Mais bon sang, plusieurs Congolais sont en train de se faire de ce jeune homme un intouchable. Et au même moment que ses compatriotes affirment que le Congo est une jeune démocratie, ils ne comprennent pas que l'une des caractéristiques des pays qu'on a déjà critiqués, qui ne sont pas toujours des modèles, que l'une des caractéristiques, c'est l'ouverture à la critique, à la critique, à la contradiction et la remise en question des institutions. Et cela peut se faire assez sérieusement. Vous savez, vous allez par exemple sur le site d'un monsieur comme François Asselineau, c'est un Français qui a créé son parti, l'Union pour la République, UPR. Vous lisez certains articles qui critiquent vertement François Hollande, même en citant les ministres et le président par leur nom. Dernièrement, vous avez vu dans l'affaire Cahuzac, vous avez vu dans l'affaire de copinage qu'il y a eu en France. Les médias en ont parlé. Même si la justice s'est chargée après de pouvoir demander à l'un ou l'autre média de payer l'un ou l'autre média a été sanctionné, mais vous n'avez pas entendu le président Hollande aller porter plainte contre ceux qui le critiquent. Il y a dernièrement un certain Xavier Camelin qui a même osé porter plainte contre Valérie Trierweiler parce que il estimait que cette dame est en train d'abuser de fonds de contribuables français. Lui, en tant que Français vivant en Suisse, on voulait savoir sur quel compte Madame Valérie Trierweiler touchait l'argent dont elle jouissait en France. Je prends ces exemples-là au hasard, mais vous en trouvez. Vous lisez Michael Moore sur un monsieur comme Bush, vous avez des critiques acerbes, mais on ne met pas ces gens-là en prison, on ne traduit pas ces gens-là en public parce que ils critiquent le président de la République. Au Congo, on a une conception déphasée, dépassée du pouvoir, et il y a des turiféraires qui estiment que le président est un petit dieu à qui on ne peut pas toucher. Hein, c'est ça le problème. Le problème, même dans la vie courante, j'ai fait avec vous une émission. Si demain, un compatriote détruit tout ce que
je viens de dire maintenant, c'est vrai que moi je ne suis pas un président de la République. Je ne vais pas lui en vouloir, outre mesure, en disant de quel droit non. Et la pensée évolue aussi quand il y a la critique et la contre-critique. Hein, ce qui est préférable, c'est que tout en nous critiquant, que nous ne puissions pas en arriver à nous massacrer. Hein, que nous soyons capables de mener des critiques maîtrisées, des conflits maîtrisés qui n'arrivent pas au massacre. Mais Dieu merci que cette fameuse Assemblée nationale ait quand même refusé de lever l'immunité de ces messieurs-là. Mais soyons attentifs parce que l'Assemblée nationale peut refuser de lever leur immunité. Demain après-demain, vous apprenez qu'ils ont été tués. Ah, c'est comme ça que ce pouvoir-là fantoche agit. Hein, ses ennemis, il les élimine. Et après, il n'y a pas de procès. Est-ce que vous avez encore entendu parler du procès de Mamadou Ndala? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les Maïche, les journalistes Bapoua Mouamba, les autres, est-ce que vous entendez encore parler d'eux? Donc c'est pour revenir à ce que je disais, ce monsieur-là est rentré dans un processus d'extermination des Congolais. Alors tous les Congolais qui essaient de plaider la cause de leurs compatriotes deviennent des éléments dangereux pour lui et ces turiféraires se chargent de les dénoncer, de les traduire en justice. Diomi est en prison pour 10 ans sans que le procès ait été mené en bonne et due forme. En tous les dignes fils, toutes les dignes filles du Congo qui essaient de lever le ton pour qu'un autre Congo puisse devenir possible, on essaie de tout faire pour qu'ils se taisent. Mais c'est dans ce sens-là que les Congolais devraient de plus en plus aller se mettre le plus possible ensemble, plaider la cause du Congo, peut-être en tomber martyr, mais tout en sachant que mieux vaut vivre et mourir pour une cause que de vivre et de mourir sans cause. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.